Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Christine Batis. Christine, bonjour. Bonjour. Vous êtes mariée, mère de 2 enfants et vous venez de publier un livre témoignage qui s'intitule « Écorcher vivre » aux éditions de l'Emmanuel. On va revenir bien entendu sur ce témoignage, sur ce livre, mais vous allez commencer, comme le veut la tradition dans cette émission, par nous lire un petit texte. Alors, je vais vous lire un petit texte tiré du livre de Tim Guénard, qui est plus fort que la haine et qui correspond bien à mon histoire. Dieu se sert de notre passé comme du fumier pour nos vies, pour nous faire grandir. Mais si tu gardes la tête dans ton passé tout chaud, il t'étouffe. Il faut le laisser reposer. En nous se décompose insensiblement ce qui est mal sous l'action du temps et de la grâce. Il nous faut aimer ce dont nous avions honte et qui nous paraissait ignoble. Ce fumier deviendra source de fécondité. Notre passé, notre souffrance, nos galères, nos cris, c'est le chant en langue des pauvres. On ne peut être aujourd'hui sans avoir été hier. Qui que tu sois, quelles que soient tes blessures et ton passé douloureux, n'oublie jamais dans ta mémoire meurtrie que t'attend une éternité d'amour. Alors on va revenir justement sur ce passé, qui a été effectivement, pour reprendre la comparaison de Tim Guénard, de l'ordre du fumier pour vous. Vous êtes né en 1969 à Lille, d'une mère célibataire, d'une mère seule, dans des conditions assez épouvantables. Vous avez quel souvenir de ces 3 premières années de vie, jusqu'à l'âge de 3 ans, avec cette mère? En fait, je vais être honnête avec vous, l'image de cette mère, je ne l'ai pas vraiment en mémoire. Je l'ai à partir de... À 3 ans, je me vois encore assise dans un bar où travaillait ma mère. Et j'étais là à regarder cette femme qui travaillait, qui balayait, qui ramassait les cendriers. Et je me voyais là avec des hommes qui buvaient, qui sentaient l'alcool, dans une espèce de fumée de cigarettes. Et pour moi, c'est la seule image que j'ai de ma mère. Et à partir de ce temps-là... Blackout, enfin pas de souvenir en tout cas terminé. précis. Ouais. À 3 ans, la DAS vous met dans une famille d'accueil, vous place dans une famille d'accueil, dans une ferme près de Saint-Omer, chez les Thénardier. Vous prenez cette comparaison, mais à la limite, quand on lit votre témoignage, c'est pire que les Thénardier. J'ai trouvé ça particulièrement... voilà. Personnellement, en tout cas, je n'imaginais pas que ce soit possible d'être aussi cruel et aussi sadique envers une enfant qui avait 3 ans donc, à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette famille? En fait, je suis arrivée comme ça par hasard. Et effectivement, ces gens-là, en fait, ont dû recevoir de l'argent, recevaient de l'argent par la DAS pour compléter leur fin de mois. Et en fait, pour moi, ça a été un cauchemar et une horreur. Tout a basculé. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une famille où j'ai été battue. Battue tous les jours. Tous les jours, tous les jours. J'avais des sévices. Je devais me mettre devant un poêle. Et tous les jours, on devait me mettre les mains, les pieds dans ce poêle, avec des brûlures atroces, et je ne devais pas crier, je ne devais pas pleurer, je devais subir cette horreur, cette douleur. Et tous les jours, la mère m'obligeait à courir autour de la ferme, et je courais, une enfant de 3 ans qui court, je ne sais pas pourquoi, mais on m'obligeait, on me giflait, on me donnait des coups de poing, La chose atroce pour moi, c'est que, et c'est des choses qui restent encore en mémoire, c'est que j'ai été pendue dans la porcherie. Pendue par les pieds? Pendue par les pieds. Et déjà, je craignais les animaux, j'avais peur. Et je voyais tous ces cochons qui venaient me renifler. Et tout ça, pourquoi? Pourquoi on m'a battue? Pourquoi on m'a brûlée? Pourquoi on me faisait ça? Je ne savais pas. En tout cas, à cette époque-là, j'avais ma sœur, ma vraie sœur, qui était avec moi, mais j'en ai aucun souvenir. J'en ai aucun souvenir, je n'ai de souvenir que de l'horreur, de la douleur. Et puis j'étais traitée pire que le chien. Je mangeais dans la gamelle du chien. J'avais pas de chambre. Vous dormiez avec le chien parfois? Je dormais avec le chien. J'étais cachée dans un placard. J'avais pas d'assiette. Il y avait rien pour moi. Ils vous faisaient assister à leurs ébats? Et quand le soir dans leur chambre, dès qu'ils allaient se coucher, j'étais obligée d'être debout au pied de leur lit, à les regarder. La protection de l'enfance, à cette époque-là, n'a rien fait? En fait, la protection, si, elle était là, la protection. Mais elle est venue me voir. Bien évidemment qu'elle est venue me voir. Sauf que quand elle est venue me voir, elle a demandé où j'étais.
Et en fait, il leur disait que j'étais à l'école. Or, je n'ai jamais mis les pieds dans une école. Jamais. Et en fait, quand ils arrivaient pour me visiter, moi, j'étais cachée dans un placard. Et comme de toute façon, je ne parlais pas, je n'avais pas le droit de crier, de hurler, personne ne s'est rendu compte que j'étais enfermée dans un placard. Alors, une chute providentielle, si je puis dire, ils vous ont précipité dans l'escalier de la cave, fait que vous avez en quelque sorte sorti de l'enfer, hein, puisque vous avez dû aller à l'hôpital de manière urgente. Bah, pour moi, en fait, ça a été la délivrance. Alors, c'est paradoxal de dire ça, mais pour moi, ça a été la délivrance, parce qu'effectivement, je suis arrivée, j'étais dans le coma, avec des brûlures sur le corps. Vous aviez 5 ans, donc à l'époque. J'avais 5 ans, c'est ça. Et donc, en fait, c'est la personne, le père, qui m'a accompagnée à l'hôpital, sans vraiment se poser aucune question. Voilà, je suis dans le coma, je ne parle plus. Donc, on va quand même l'emmener à l'hôpital, ce qui était sympa quand même de sa part. Et une fois arrivé à l'hôpital, bah, forcément, le milieu hospitalier a bien vu qu'il y avait un problème. Parce qu'il a constaté sur votre corps, en fait, autre chose qu'une chute d'escalier, quoi. C'est ça. Donc, en fait, comme j'étais dans le coma et puis que mon corps était couvert de bleu et de brûlures, eh bien, ils ont bien vu qu'il y avait un problème sur la petite fille qu'ils avaient en face d'eux. Et à partir de là, donc, l'hôpital vous a pris sous son aile. Enfin, ils ne vous ont pas restitué, heureusement, à cette famille épouvantable. Alors, ils ne m'ont pas effectivement rendu à cette famille, mais ce qui est dingue et rigolo aujourd'hui, c'est que je pourrais me dire, si on m'avait remis dans leur famille, j'y serais allée sans aucun problème. Oui. Parce que je n'avais connu que ça, que les coups. Donc, on me remettait sur pied et je pouvais repartir. Et j'aurais dit, bah oui, sans problème, et je n'aurais pas... Bien sûr. Il n'y aurait eu aucune opposition à ça. Et en fait, bah non, la vie en a décidé autrement. Donc, je n'ai pas été remise à la famille. Je suis restée à l'hôpital. Pendant au moins 1 an. Voilà, pendant au moins 1 an. Et de là, j'ai rencontré Rosemary, donc la responsable, en fait, des infirmières qui étaient là et qui m'a prise sous son aile. Il faut savoir que là, je ne parle pas, je ne dis rien. Parce que vous étiez victime du syndrome de Silverman, c'est ça? C'est ça, le syndrome de l'enfant battu. Donc forcément, il n'y avait aucun mot qui sortait de ma bouche. Donc à 5 ans, déjà, vous ne parlez pas. Et j'étais malnutrie avant, donc forcément, il a fallu qu'on me remette un peu sur pied et puis que je reprenne confiance en moi. Alors cette femme, Rosemary, a été vraiment comme une mère de substitution pour vous pendant cette période d'1 année. Vous avez connu l'amour, en quelque sorte, à cette occasion. En fait, elle a tout fait pour moi, parce qu'elle a bien vu qu'il y avait un énorme problème, que ma mère, ma propre mère, déjà, je n'avais plus de nouvelles de ma propre mère. Et qu'il a fallu en fait que Rosemary en fait prenne le rôle de ma mère. Et en fait, c'est ce qu'elle a fait. Elle a été douce envers moi. Elle a été comment dire, la mère qui s'occupe de l'enfant et de l'oiseau blessé. Et en fait, j'ai eu confiance en elle. Donc la parole est revenue. Elle vous recevait aussi en famille le week-end, voilà, et de temps en temps, j'allais chez elle. Et donc effectivement, il y a eu une liaison qui était très forte toutes les deux. Et c'est quelqu'un qui est resté dans mon cœur et qui est resté très importante. Alors, cruauté du sort, elle aurait, je crois, souhaité vous adopter à cette époque. Elle avait sans doute entrepris des démarches dans ce sens, mais les rythmes de l'administration font que ça n'a pas pu se faire. C'est ça. Et vous avez été placé, une fois que vous avez été réchoupillé par l'hôpital, dans une maison d'enfants. Et c'est Rosemary qui vous y a conduit. Comment avez-vous vécu, donc vous aviez 6 ans, je pense, à l'époque, à nouveau ce nouvel abandon quoi, de celle que vous chérissiez tant? En fait, pour moi, ce qui a été dur, c'est que Rosemary, en fait, je l'ai su beaucoup plus tard qu'elle aurait souhaité m'adopter. C'est pas à ce moment-là que je savais. Mais c'était une femme avec qui j'avais tellement donné de confiance et d'amour, et elle me donnait tellement d'amour que c'était plus possible et que c'était pas possible que ça s'arrête là. Or, effectivement, la DAS en avait décidé autrement. On ne pouvait plus me garder à Lille, on ne pouvait plus me garder dans cet hôpital, et donc la DAS m'a placée. Mais Rosemary a été toujours là, et elle m'a dit j'irai avec toi et je t'accompagnerai, mais ne t'inquiète pas, tu reviendras. Et ce tu reviendras, pour moi, c'était sûr que je ne restais pas là. J'y allais pour me rétablir, mais certainement pas pour y rester. Et quand j'ai vu partir Rosemary, mais pour moi, tout s'écroulait de nouveau. Parce que je me trouve dans une maison d'enfants, je ne connais personne. Je me retrouve avec des adultes que je ne connais pas, loin de chez moi. Et là, je me dis, mais Rosemary va m'échapper. Je vais perdre Rosemary. Et pour moi, ça a été l'horreur. Et quand je l'ai vue partir,
Je me vois encore aujourd'hui, petite fille que j'étais, lui sauter au cou et lui dire ne me lâche pas, ne m'abandonne pas, j'en peux plus quoi. Alors, vous êtes resté 2 ans dans cette maison-là, puis au bout de 2 ans, on vous a placé dans un nouvel établissement. Et au bout de quelques temps, le couple responsable de cet établissement vous prend sous son aile et décide de vous adopter et vous le propose. Comment ça s'est passé? En fait, j'étais dans cette maison, cette première maison d'enfants, où en fait tous les jours j'allais à l'école dans une autre maison d'enfants. Et le directeur de l'autre maison d'enfants venait me chercher. Et là, il y a eu un lien en fait qui s'est créé naturellement. Et j'ai pris cet homme pour mon papa. Parce qu'à l'époque, je prenais un peu tout le monde, papa, maman, il fallait que je m'accroche. Donc je l'ai pris pour mon papa. Et puis au bout de quelques temps, donc au bout de 2 ans, cette famille, en fait, ces directeurs de maison d'enfants m'ont convoqué chez eux et m'ont demandé, en fait, s'ils voulaient qu'ils m'adoptent. Et alors moi, donc j'avais 8 ans à l'époque. 8 ans, est-ce que tu veux qu'on t'adopte? Est-ce que tu veux un papa? Est-ce que tu veux une maman? Waouh, super. Sauf que pour moi, c'était pas si super que ça. Parce que dans ma mémoire, j'avais Rosemary. Et que Rosemary, on m'a trahi. Quelque part, on m'a trahi. Et c'était cette femme dont j'avais envie. Et pas du tout ces gens-là qui étaient là. Même s'ils ont fait beaucoup pour moi, même si c'était pas une haine que j'avais envers eux, c'est pas que je ne les voulais pas. C'est que moi, mon cœur, il avait été donné, ma confiance avait été donnée à quelqu'un. Quelqu'un m'avait fait confiance. Et la trahison, pour moi, n'était pas possible à ce moment-là. Donc forcément, Rosemary, on m'avait coupé de la liaison avec Rosemary pour plus qu'elle soit là. Et à ce moment-là, on me dit top, nous on est là et on va t'adopter. Et en fait, j'ai été quelque part piégée. Et dans ce piège, je me suis dit, d'un côté, tu vas avoir du bonheur, tu auras un lit, tu auras une chambre, une famille, on va s'occuper de toi. De l'autre, il y a Rosemary, tu vas la trahir, elle est loin, mais aujourd'hui, tu l'as plus. Qu'est-ce que tu choisis? Quelque part, c'est sûr, j'ai dû choisir le réconfort. Et vous avez dit oui. Et Alors, dit oui. vous avez vécu au sein de cette famille un certain nombre d'années. Vous n'étiez pas heureuse, hein, comme vous le dites dans votre livre. Vous souffriez beaucoup de cette mère adoptive qui ne vous accordait pas l'attention, l'affection dont vous aviez besoin et qui se dispersait, à vos yeux en tout cas, excessivement dans ses œuvres diverses. Vous dites de la place pour tous, aucune place pour chacun. Et vous l'appelez Folcoche, cette troisième maman. Vous êtes du coup, avec tout ce que vous avez pu vivre, et on l'imagine assez bien, pas très bonne sur le plan scolaire. Vous avez beaucoup de difficultés, vous êtes violente avec vos camarades, et finalement, vos parents décident de vous envoyer en pension, en quelque sorte. Et c'est la Providence qui va guider finalement vos pas jusqu'à Châteauneuf-de-Galor, où vous serez pensionnaire de l'âge de 13 ans à l'âge de 18 ans. Je rappelle juste que donc, Châteauneuf-de-Galor, c'est ce lieu où a vécu pendant tant d'années Marthe Robin, la grande mystique, et qui a fondé justement cette école pour jeunes filles, entre autres, dans laquelle vous allez résider comme pensionnaire. Il se trouve que vous y arrivez là-bas en 82, donc juste un an après la mort de Marthe Robin. Les lieux sont encore habités par Marthe, en quelque sorte, par la présence de Marc. Et Châteauneuf va être une clinique d'amour pour vous, au fond. Hein, si j'ai bien compris, c'est vraiment là que vous allez... petit à petit, bien retrouver, vous reconstruire, vous rebâtir, recevoir cet amour dont vous avez besoin. Alors comment ça s'est fait? Par l'intermédiaire de qui vous avez reçu à Châteauneuf cet amour? En fait, ce qui s'est fait, c'est que quand je suis arrivée, donc effectivement à l'âge de 13 ans à Châteauneuf, il faut savoir que je suis arrivée à l'âge de 8 ans pour mon adoption. Et à 13 ans, on me rejetait. Et on me disait, tu seras interne. Alors effectivement, c'est à Châteauneuf-de-Galor, la grande école où vraiment j'ai été aussi heureuse. Mais c'était encore un abandon. Et de cet abandon, encore pour moi, j'ai une telle violence qui a été en moi, qu'il a fallu que j'évacue. Et en fait, quand je me suis retrouvée dans cette école, je me suis dit, bah, c'est ici que je vais faire exploser et éclater cet abcès que j'ai en face de moi. Parce que je ne pouvais pas accepter tout ce qu'on faisait pour moi. On m'avait enlevé mon nom, on m'avait tout enlevé, on m'avait tout pris. Et aujourd'hui, à Châteauneuf, j'étais libérée en fait de toutes ces chaînes de gens qui voulaient m'accaparer. Et là, je me suis dit, là, je n'appartiens à personne, mais vous allez tous manger. Et là, effectivement, j'ai pas été un enfant de cœur. L'enfant modèle qu'on imagine. Pas du tout, pas du tout. Donc j'ai été violente. Oui. C'est sûr que j'ai été violente, mais j'avais cette violence de la petite fille et ce cri que j'avais envie de pousser que personne n'avait voulu entendre et comprendre. Et là, effectivement, bah, mes pauvres profs à Châteauneuf, eh ben, effectivement, la petite Christine, Ils n'en pouvaient plus. Elle n'a pas été très sympa. J'ai pas été sympa du tout. Alors comment a réagi justement Mademoiselle Gilles, qui était à l'époque directrice de l'établissement? Alors, Mademoiselle Gilles, c'est quelqu'un, en fait,
C'est une grande dame qui est très fine. Et en fait, quand je l'ai vue, c'était une femme en fait, qui est pleine de douceur. Et quand la première fois je l'ai vue, elle connaissait mon histoire. Et donc dans mon état de violence à Châteauneuf, forcément les profs devaient parler de moi tout le temps. Et en fait, j'ai été convoquée assez régulièrement dans son bureau au début. Sauf qu'après, c'est moi qui décidais quand est-ce que je la verrais. Parce qu'elle me disait, viens dans mon bureau quand tu en as besoin. Et viens parler, ça te fera du bien. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et cette femme a été vraiment un pilier pour moi à Châteauneuf. Et sans ce pilier-là, effectivement, j'aurais pas pu rester d'abord à Châteauneuf, parce que je devais être virée. Je devais être virée de cet établissement tellement je... Oui, vous deviez d'ailleurs, et à un moment, elle vous dit cette phrase étonnante, elle vous convoque pour vous dire que voilà, il s'en est fallu d'un cheveu pour que vous soyez virée. Voilà, c'est ça. En fait, mes professeurs me disaient de toute façon, on ne te gardera pas. Et moi, je me rappelle, je me souviens que j'arrivais dans le bureau de Marie-Thérèse et je lui disais, mais mademoiselle, c'est pas possible. Vous pouvez pas me virer. Je vais aller où? Je vais faire quoi? Et là, elle me dit, ne t'inquiète pas, mon petit chat. Si Marthe Robin était là, ta place est ici. Elle a fondé cette école pour les gens qui sont des écorchés vifs comme toi. Donc ta place est ici, tu ne quitteras pas l'école. Forcément, j'en ai joué. J'en ai joué. J'avais la direction, le père Bondala, Marie-Thérèse Gilles avec moi, et j'en ai joué. Donc ça n'a pas été très facile, à mon avis, pour mes profs, mais en tous les cas, je savais que cette école était pour moi. Je savais que je serais sauvée ici, mais je savais que j'avais aussi le droit de m'exprimer et de sortir en fait ce qui était en moi. Alors de fait, la figure de Marie-Thérèse et puis la figure de l'aumônier, le père Bondalaz, ont été un peu comme un père et une mère à l'ombre desquels vous avez pu C'était l'image de deux parents. Tous les deux ont été l'image de mes parents. Et même encore aujourd'hui, Marie-Thérèse Gilles, c'est ma petite maman. C'est quelqu'un qui est vraiment qui est dans mon cœur et que j'aime profondément. Et je n'oublierai jamais, mais vraiment jamais, tout ce qu'elle a fait pour moi. Alors, à 18 ans, vous allez, les années vont passer, vous allez vivre un certain nombre de choses à Châteauneuf. À 18 ans, vous allez rencontrer Xavier, qui est aujourd'hui votre mari. Une idylle va naître entre vous, en cachette de Folcoche, comme vous l'appelez. Et vous allez mettre au monde donc, votre première fille, Mathilde. Puis, vous mariez, entrez dans une nouvelle famille, votre belle famille. La bonne, cette fois, peut-être. Et puis surtout, vous allez vivre, alors avant de vous marier, avant de rentrer dans cette belle famille, vous allez vivre un épisode absolument incroyable. Avant même donc la naissance de votre aîné, que vous portiez en cachette de tout le monde, hein, personne ne savait que vous étiez enceinte. Vous allez avoir l'occasion de revenir sur les lieux du crime, en quelque sorte, hein, de revoir toutes ces personnes qui avaient marqué, en bien comme en mal, cette enfance terrible que vous avez eue. Vous dites, 3 mamans face à moi, et moi qui, dans le plus grand secret, serai bientôt maman. Alors racontez-nous justement cette visite incroyable dans le Nord. D'accord. Donc en fait, ma vraie mère, c'est quelque chose que je désirais quand même au fin fond de moi, de la retrouver. Et à l'âge de 18 ans, effectivement, j'étais enceinte. Personne ne savait que j'étais enceinte. Je l'avais même cachée du père. Et pour moi, c'était impossible. Je n'étais pas mariée. Dans ma famille, il y avait des rites. On se marie, on fait des enfants après. On se marie d'abord. Or, ce n'était pas du tout mon cas. Je faisais tout à l'envers. Je suis un peu rebelle aussi dans la vie. Donc forcément, les choses ont fait que. Mais je m'étais toujours juré que je ne mettrais jamais au monde un enfant tant que je ne saurais pas de qui je viens. Et il s'est fait que, et je pense que là-haut, le père m'a entendu, qu'un jour, j'ai trouvé, donc par le Minitel, j'avais mon propre nom, donc ça a été assez simple, et j'ai retrouvé ma mère. Donc je lui ai donné rendez-vous avec ma famille d'adoption dans le Nord. Et nous sommes allés en fait la rencontrer. Et quand j'ai vu cette femme, donc à Dunkerque, j'ai vu cette femme donc dans une gare. Quand vous n'avez jamais vu la personne, vous ne savez pas qui c'est. Sauf que quand j'ai vu cette femme en face de moi, je me suis dit c'est elle. C'était quelqu'un qui est droite, très fière d'elle, très grande. Et je me suis dit c'est ta mère. Et quand je suis arrivée, je lui ai dit bonjour madame. Elle m'a dit non, dis-moi bonjour maman. Et en fait, pour moi, c'était impossible de dire bonjour maman. J'avais ma mère d'adoption qui était à côté, que j'appelais maman. Cette femme qui était à côté de moi, qui était ma mère. Et après, j'ai rencontré en même temps Rosemary qui était là. Donc en fait, en face de moi, moi qui n'ai jamais eu vraiment de mère, j'avais 3 femmes devant moi et moi qui allais être maman. Et je me suis dit, en fait, forcément, c'était douloureux pour moi de voir cette femme parce qu'elle n'a jamais accepté. Elle ne s'autorisait pas de dire « je ne t'ai jamais abandonnée ». Enfin, les faits est que j'étais pupille de l'État, donc forcément, elle m'a abandonnée.
Et en fait, quand je vois ces 3 femmes-là, je me dis, je suis maman, je vais être maman. Qu'est-ce que je choisis comme femme pour être maman, pour mon enfant? Et là, ça a été très simple pour moi. Ma mère biologique, non. Ma mère d'adoption, finalement, il y avait des choses qui étaient tellement violentes et douloureuses entre nous que c'était pas possible. Et Rosemary, qui n'avait fait que du bien, je me suis dit, je veux être une maman comme Rosemary. Et c'est une Rosemary que j'offrirai à mon enfant. Et à l'occasion de ce séjour, vous êtes même retourné, vous avez retrouvé la ferme dans laquelle vous aviez séjourné entre 3 et 5 ans. Alors ça a été dur parce que pour moi, c'était vraiment un pèlerinage sur le retour pour pouvoir vraiment passer à autre chose. J'allais mettre au monde cet enfant et pour moi, il fallait que tout ce passé soit réglé avant de enfin pouvoir respirer, de vivre et d'apporter de la joie à mon enfant. Parce que je ne voulais pas lui faire porter tout ça. C'était déjà trop lourd pour moi. Donc à nous deux, ça aurait été difficile. Donc en fait, je suis arrivée et j'ai retrouvé la ferme. On a retrouvé sans aucun problème. Et là, ça a été dur parce que forcément, toute cette violence est remontée en moi. Et j'ai vu cette femme qui m'avait violentée petite. Mais j'étais avec ma famille d'adoption, j'étais avec Rosemary. Et en fait, je me suis laissée faire. Je me suis laissée faire. Et je ne peux pas vous dire qu'il y a une violence où j'ai voulu frapper. Mais finalement, j'avais des adultes à côté de moi. Et ces adultes-là, quand ils voyaient cette femme, n'ont pas pris non plus ma défense en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» J'aurais aimé, en plus de ça, moi j'étais quelqu'un de combat, donc j'aurais voulu l'insulte, j'aurais voulu qu'il y ait une affrontation, il n'y a pas eu. Ils ont préféré partir en disant on regardait juste, il y avait un panneau à vendre. Bon. On a préféré partir, mais là, Rosemary, avec un clin d'œil, me dit « T'inquiète pas, maintenant ça va aller, je t'aime. » Alors pourquoi avoir écrit ce livre et quelles leçons tirez-vous de cette expérience? Alors en fait, pourquoi j'ai écrit ce livre? Ça a été compliqué pour moi de l'écrire, d'abord parce que je l'ai signé. Donc les gens me connaissent sous mon nom. Et j'ai pas envie aujourd'hui, en fait, parce que j'ai écrit ce livre et que cette histoire, parce que beaucoup ne la connaissent pas, cette histoire, qu'on change le regard sur moi. Mais j'avais surtout envie d'écrire pour qu'on entende enfin le cri de la petite fille qui avait jamais été entendue. Et pour moi, peut-être par rapport à ma famille d'adoption, c'est pas un livre pour régler mes comptes. Mes comptes, ils sont réglés. J'ai de haine envers personne. Ma souffrance, elle est derrière moi. Alors forcément, hein, je veux dire, des balafres, on en a. Des cicatrices, on en a. On les a toujours. Je les aurai toujours. Mais je les garde, mais ça fait partie de mon personnage. Ça fait partie de Christine que je suis aujourd'hui. Je ne vous dis pas que j'en ai besoin, mais ils sont là. Donc je fais avec. Mais ce n'est pas un règlement de compte. C'est vraiment pour qu'aujourd'hui, enfin, la petite fille puisse s'exprimer et crier ce cri de révolte qu'elle avait en elle et qu'on n'a pas compris. Et vous aviez tout pour avoir une vie foutue, en quelque sorte, tellement elle avait été abîmée aux prémices de cette vie, justement. Cet amour que vous avez pu recevoir par Rosemary au sein de Châteauneuf-de-Galor, de l'école près du foyer de charité de Châteauneuf-de-Galor, c'est ça, enfin, c'était aussi ça dont vous vouliez témoigner, qui a permis justement cette reconstruction et faire qu'aujourd'hui vous êtes une femme normale, mariée, avec des enfants. En fait, ce qui a déclenché la chose, c'est qu'un jour, je me suis posé la question, je me suis dit, comment ça se fait que tu sois mariée, que tu aies un enfant? Moi, j'ai une vie qui est tout à fait sympathique. Comment ça se fait que tu en es là aujourd'hui? Donc, en fait, j'ai fait le bilan de ma vie. Et j'ai vu, en fait, à chaque passage, qui est-ce qui avait été mis sur mon chemin. Effectivement, on va commencer par Rosemary. Après, il y a eu quand même ma famille d'adoption. Ils ont quand même été là. J'ai eu Châteauneuf-de-Galor, toutes les personnes et les têtes de Châteauneuf, en particulier Marie-Thérèse et le père Bondala. Et ensuite, j'ai eu plein de personnes qui ont été mises sur mon chemin. Forcément, mon mari, sa famille, mes enfants. J'ai rencontré aussi Bernard Pérouse. J'ai rencontré Roland et Francine Blancard, des amis thérapeutes avec qui vraiment j'ai fait le point. Et tout ça, je me suis dit, finalement, qui t'a offert ça? Et c'est à ce moment-là, vraiment, parce que j'ai baigné forcément dans la vie chrétienne. J'ai baigné à Châteauneuf dans tout ce qui était prière. Mais il faut savoir aussi que tout ça, je l'ai rejeté. Alors on va laisser le mot de la fin à Marthe, justement, hein, qui dit « Le passé est dépassé, il faut le dépasser ». Pour terminer cette émission, j'ai encore 3 questions rituelles à laquelle je vous demanderai de bien répondre de manière courte. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?»
Alors pour moi, c'est difficile cette question, mais je vais quand même vous répondre. C'est que pour moi, un chrétien, c'est avant tout une personne qui va vers les autres, qui se tourne vers les autres et qui apporte de l'amour. Et dans l'amour des autres, on rencontre et on trouve l'amour du Père. Donc pour moi, ça, c'est important. Et ce que je lui dirais aussi, essaye d'être cohérent. Parce que la cohérence dans la vie chrétienne, c'est hyper important. Essaye d'être cohérent entre tes actes et puis ta façon de penser. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Il y a là, Sœur Emmanuel. Donc pour moi, Sœur Emmanuel, c'est la joie de vivre. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, parce que ça me correspond. Quelqu'un qui a de l'humour, c'est quelqu'un qui est cash. C'est quelqu'un qui a peur de rien. C'est quelqu'un qui parle de la même façon, quelqu'un de gradé comme quelqu'un qui est vraiment pour un pauvre. Et le sourire de Sœur Emmanuel, c'est quelque chose qui reste vraiment dans mon cœur. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Ah, j'aimerais bien qu'il me dise, c'est bien mon petit, tu t'es bien battu dans la vie. T'inquiète pas, maintenant t'es près de moi et je t'aime. Merci beaucoup Christine, merci pour ce beau témoignage. Je rappelle que donc, vous êtes mariée, que vous venez de publier un livre aux éditions de l'Emmanuel, un livre témoignage qui s'intitule « Écorcher, vivre ». Merci d'avoir accepté notre invitation. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.